Merci beaucoup. Effectivement, ravi d'être à vos côtés. Merci Claire. Monsieur le sénateur, cher Daniel, ravi de te retrouver aujourd'hui. J'ai tenu à venir pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un lieu, vous le savez, l'Académie du climat, qui est une ambition politique, au sens noble du mot, de la ville, pour éduquer, pour rassembler, pour être un lieu de rencontre et de sérendipité autour de ces enjeux environnementaux, qui est à la convergence, y compris, ce n'est pas sans lien avec le thème de la journée, de ce qu'est historiquement l'engagement militant associatif pour la cause environnementale et désormais la question politique absolument centrale qui s'impose à nous tous. La deuxième, c'est parce que le plateau qu'offre cette journée, grâce à Daniel, est tout à fait exceptionnel et je voudrais saluer les participants associatifs, chercheurs qui vont y contribuer. La question qui est posée aujourd'hui par la journée de travail est fondamentale. Comment on peut avoir une république écologiste ou, pour le reformuler différemment, comment l'écologie devient une valeur de la République? Comment aussi spontanément que le sont la liberté, l'égalité, la fraternité, pour en résumer la substance, comment l'engagement écologique, la conscience de la finitude du monde, de l'empreinte environnementale que nous imposons à la planète, devient un socle de valeurs fondamentales. Et j'ai souvent l'habitude de considérer qu'au XXIe siècle, peut-être même avant, mais la question environnementale est une nouvelle philosophie des Lumières. C'est un nouvel éveil des consciences, d'une certaine manière, au rapport de force humain, au rapport aux autres, au rapport au monde, et à la responsabilité que cela induit. C'est un enjeu absolument majeur. On l'évoquait juste par quelques mots avant, parce qu'il y a toujours 1000 raisons de ne pas être écologique, ou il y a 1000 raisons de le dire et de ne pas le faire, parce que quelques obstacles se dressent et on pourrait les considérer insurmontables. La question de l'articulation entre la croissance et l'enjeu environnemental, la question du sacrifice que cela peut faire peser sur les modes de consommation et comment on passe d'une certaine manière d'une logique de privation à une logique de sobriété. Il faut pouvoir vivre l'enjeu environnemental, non pas comme une privation, comme une atteinte à la liberté, mais au contraire comme une forme d'expression de sa propre liberté citoyenne. Et ça renvoie à une définition que j'aime beaucoup de ce qu'est la relation à la norme, à la loi, à l'obligation qu'on se fait à soi-même, formulée déjà par Rousseau. L'obligation à la loi qu'on se prescrit est la première et la plus belle des libertés, d'une certaine manière. Comment la prise de conscience de ces enjeux-là est importante. On voit bien que le contexte est nourri par quelques éléments qui y concourent. La première chose, c'est que l'enjeu environnemental, il a été mis en lumière depuis maintenant des dizaines d'années quand même, par des chercheurs, par des militants très avant-gardistes, mais quand même il a été explicité depuis longtemps, et évidemment les travaux du GIEC, et vous aurez des témoignages pour l'illustrer, le fait depuis longtemps. Mais on a le sentiment que l'opinion publique en prend conscience, parce que d'une certaine manière, les vies quotidiennes éprouvent, découvrent les conséquences que peut avoir le changement climatique. Pour prendre l'un des sujets de ces enjeux environnementaux, ce n'est pas le seul, mais il est particulièrement d'actualité, et où on finit par comprendre que d'une certaine manière, cet enjeu environnemental, c'est un enjeu qui se déploiera dans ses conséquences terribles sur la vie de chacun. Il y a évidemment les enjeux des migrations climatiques, mais d'ores et déjà la question de la précarité énergétique, la question de la façon dont on vit en ville, la question de l'alimentation, de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire. Bref, les citoyens prennent conscience que la question environnementale, qui était à la fois très présente mais très abstraite, devient si urgente qu'elle menace leur propre vie quotidienne. Et c'est un élément, je pense, de prise de conscience qui est tout à fait fondamental. La deuxième me ramène à mes sujets plus parisiens, c'est comment on fait. Comment on fait une fois qu'on a partagé des diagnostics, pas forcément d'ailleurs dans un consensus absolu, mais enfin au moins partager ces diagnostics, comment on fait concrètement. Et le deuxième enjeu, c'est celui du calendrier, du rythme à laquelle on engage ce processus de transformation.
Vous le savez, la majorité municipale est très mobilisée autour de ces enjeux avec Anne Hidalgo et nous mesurons chaque jour que ce n'est pas un chemin politique aisé de le mettre en œuvre, que l'ambition de transformation écologique de la ville, de la question de l'adaptation de la ville au changement climatique est fondamentale et nécessite des temps de débat, des temps d'explication, des temps de pédagogie, mais que le temps manque pour être efficace. Et donc c'est pour cela que nous avons engagé quelques grands programmes d'action. Et l'un des intérêts que je vois dans la journée d'aujourd'hui, c'est aussi pour nous nourrir là-dessus. C'est au-delà des analyses techniques que nous pouvons avoir, formuler, y compris nous-mêmes, comment on fait pour définir les outils de l'action publique qui permettent vraiment de changer les choses. Et c'est là que ce lieu prend tout son sens et cette journée de travail avec lui, c'est la question de la convergence de la sphère scientifique, et qui ont déjà d'ailleurs des zones de rapprochement, de chevauchement très forts. La sphère militante, associative, et puis la sphère politique. Comment, collectivement, nous maturons la définition d'un programme d'action qui permette d'être à la hauteur des enjeux. J'en citerai deux à Paris. Évidemment, le plan climat, parce que c'est la clé de voûte de notre trajectoire carbone, avec cette ambivalence et ce défi passionnant de ce qui relève de notre propre action et de ce qui relève, j'allais dire, de l'encadrement ou de l'accompagnement de ce qui se passe autour de nous, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Je rappelle qu'à peu près 94-95% des émissions carbone de la ville de Paris, elles sont liées à des acteurs privés de tout type. Ce sont des particuliers, ce sont des entreprises. Donc l'action de la ville sur elle-même ne suffit pas à relever l'enjeu du défi de la neutralité carbone 2050. Le deuxième sujet, et c'est une sous-brique du plan climat, mais je l'évoque parce que j'en ai la responsabilité de la coordonner, c'est le plan local d'urbanisme bioclimatique. Nous nous préparons à un aggiornamento tout à fait radical en matière d'urbanisme, fondé sur deux choses. La première, c'est que les grandes stratégies d'aménagement arrivent à leur fin pour des raisons d'occupation d'espace et de disponibilité, et que le peu qui reste d'espace de respiration de la ville doit être protégé de façon absolue. Et deuxièmement, nous devons trouver les leviers d'action normatifs, opérationnels, pour les compléter, les augmenter, de façon à faire respirer la ville. Parmi les grands enjeux en matière d'urbanisme, arrêter de construire partout où c'est possible, ça ne veut pas dire tout le temps, mais au maximum arrêter de construire et promouvoir la réhabilitation et la fabrique de la ville sur elle-même. La deuxième est fondamentale, c'est la protection de la biodiversité et du patrimoine vivant. La nature est un patrimoine qui mérite autant d'être protégé que et beaucoup d'entre vous le savent, qui mérite autant d'être protégé que le patrimoine historique bâti et culturel de Paris. La question de la végétalisation de la ville, que ce soit en domaine public ou en domaine privé, la question de la protection des arbres, la question de la promotion de méthodes architecturales bioclimatiques. Bref, tout un arsenal que nous essayons de développer pour faire la démonstration, et je crois que c'est tout à fait central dans la pédagogie que nous devons avoir vis-à-vis de nos concitoyens et de l'opinion publique. Si nous construisons un discours politique de l'ambition environnementale qui apparaisse aux yeux de nos concitoyens comme une trajectoire de privation, comme une trajectoire aussi de discrimination. Pourquoi de discrimination ? Parce que si jamais, en gros, on a le droit de polluer si on est riche et on n'a pas le droit de polluer si on est pauvre, on est au cœur de nouvelles inégalités qui sont absolument terrifiantes. Je dis ça pour un exemple, la fiscalité. On sait que la fiscalité écologique est un levier extrêmement puissant, incitatif à titre individuel sur les modes de consommation. Et j'y suis favorable. Mais ça ne peut pas reposer que là-dessus. Parce que ça veut dire, sinon, pour résumer et caricaturer, quand on est riche, on a le droit de voler et de partir en week-end à New York, à Marrakech ou je ne sais pas quoi. Et quand on n'est pas riche, on n'en a pas le droit. Et il faut faire attention à ce que ce combat pour l'exemplarité environnementale ne soit pas une nouvelle source d'inégalité et de discrimination. Et donc, parmi les leviers de politique publique, il faut en questionner de nombreux. Il y en a plein, il y a la fiscalité, il y a les quotas, il y a plein d'hypothèses. Il y a évidemment les alternatives, promouvoir
des modes de déplacement décarbonés. Mais cette question écologique, elle montre à quel point, dans les débats qui vont nous animer aujourd'hui et évidemment dans l'actualité, mais aussi, je crois, dans la tête de nos concitoyens, une question écologique est une question d'abord sociale. Est-ce que l'avenir du monde est un avenir de privation et, entre guillemets, de rétrécissement, ou est-ce que c'est un avenir d'épanouissement? Je le crois et je finis là-dessus, parce qu'il y a dans notre monde moderne et en matière d'innovation des moyens de promouvoir la philosophie du partage plutôt que celle de la propriété. Je crois que nous devons sortir de la société de propriété au profit des sociétés d'usage et du partage, notamment évidemment en renforçant la dimension des services publics et par extension promouvoir une société des communs. La deuxième chose, c'est évidemment la question de mettre en œuvre des politiques environnementales à l'aune de leviers de lutte contre les inégalités. Et le troisième sujet, et ce lieu, je le sais, y concourt beaucoup, c'est de beaucoup miser sur la jeunesse, beaucoup miser sur son dynamisme, sur cette nouvelle rationalité qu'elle porte et qui consiste à montrer que gagner de l'argent n'est pas forcément un but de vie en soi et suffisant. Et c'est un renversement des valeurs que je vois émerger et qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, merci beaucoup de participer à cette journée. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai une affaire de poubelle. On a la de crise de la ville de Paris. Mais voilà, vous remercier et vous dire que c'est très précieux ces temps d'échange et te remercier encore Daniel pour l'avoir organisé. Merci cher Emmanuel, merci à la ville de Paris et à l'Académie du climat d'accueillir ce colloque. C'est des retrouvailles, on s'est côtoyé pendant quelques années à la métropole du Grand Paris, notamment sur ces sujets. En fait, ce colloque, à l'origine, devait se tenir au Sénat, puisque je me présente, Daniel Breuillet, je suis le plus jeune sénateur du Sénat, ou plutôt, plus exactement, le plus récent, puisque j'ai été élu en juillet dernier pour un mandat le plus court de ma vie d'élu de quelques 14 mois. Et je me suis dit, il faut être utile. Et comment être utile? Eh bien, finalement, peut-être en faisant progresser des idées et en permettant la rencontre entre les travaux des scientifiques, qu'à la métropole nous côtoyons également, les travaux des ONG, des associations et ceux des institutions. Emmanuel vient de montrer comment, entre l'introduction à un colloque comme celui-là et puis la gestion des poubelles, le travail d'un élu territorial est un travail de gestion d'une diversité de sujets, mais toujours un travail de sens et de compréhension des mutations en cours. Moi, je dois dire que je ne pensais pas, en organisant ce colloque, être tant au cœur de l'actualité. Parce que la question de la République est d'abord une question de la démocratie. Et très clairement, la démocratie est questionnée, elle est bousculée par les crises sociales, les crises climatiques que nous traversons. Elle est questionnée dans ses fondements, évidemment, les manifestations en cours et l'interrogation. Le jeune sénateur que je suis a quand même appris qu'il existait dans la Constitution des articles 44.3, des articles 49.3, des articles 47.1, que maintenant beaucoup de citoyens connaissent également, qui sont des modalités de contournement de la liberté d'amendement des législateurs et des parlementaires. Mais surtout, au-delà de ces articles, il y a une interrogation profonde quand des millions de gens manifestent, quand des millions de gens réclament la fin d'une réforme ou bien la non-privatisation de ce bien commun qu'est l'eau. Quelle réponse la société et la République peut-elle apporter? Donc ces questions de la démocratie et de la République sont au cœur des sujets. Ceux du climat, je ne m'y étends pas. Nous vivons année après année l'aggravation des tensions sur les ressources en eau. Nous sommes à Paris, sur les îlots de chaleur urbains, sur la difficulté de vivre, sur l'exigence de transition. Et ces transitions rencontrent beaucoup d'obstacles. De mon point de vue, un des obstacles reste quand même un sujet d'éducation populaire et la capacité de montrer qu'au fond, la chose la plus folle, c'est de continuer comme avant,
et ça n'est pas de prendre une inflexion. Et c'est la raison pour laquelle ce colloque, nous avons voulu qu'il donne la place, beaucoup, aux scientifiques. Et je voudrais remercier, du coup, voilà. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre eux, Valérie Masson-Delmotte, Olivier Amand, Chloé Ridel, Carolina Cerda-Quezman, Marine Calmet, Céline Marty, Jean Demain, Claire Dehove, Myriam Deferry, Cécile Duflot, Lisa Bellucco, Claire Monod, Guillaume Gontard et Marine Tondelier qui interviendront. Leurs interventions sont au fond bien plus importantes que la mienne, c'est la raison pour laquelle je ne serai pas beaucoup plus long. Je voulais seulement dire deux choses. Face aux crises que nous vivons, j'entends souvent un pessimisme grandir. On parle de l'éco-anxiété d'une grande partie de la jeunesse. Et il m'arrive de sombrer aussi dans ce pessimisme en voyant la nature des défis qui sont devant nous. À ce pessimisme, je veux par nature et par nécessité opposer, comme le faisait Gramsci, l'optimisme de la volonté et l'exigence d'agir. C'est d'ailleurs ce que j'ai compris des propos du GIEC aussi, qui dit ne prenons ni la ciguë ni le revolver pour nous suicider, prenons plutôt le chemin de la volonté de la transformation. Ce que les élus territoriaux font depuis longtemps, ce que les ONG réclament à corps et à cri, et ce que les scientifiques nous invitent à faire. Il est sans doute temps d'agir. Et pour agir, il n'y a rien de plus utile que la pensée, que de bonnes théories. Et c'est au fond l'objet de ce colloque. Merci aussi au roi Charles III qui nous a fait sortir finalement du Sénat. C'est toujours très utile que les sénateurs soient au cœur de la société. Et il n'y avait pas de lieu plus agréable que l'Académie, et plus justifié que l'Académie du climat pour accueillir nos travaux. Et puis merci aussi à lui, en étant désolé du report de sa visite, d'illustrer à sa façon que la crise démocratique que traverse notre pays appelle des réponses, tout comme les images terrifiantes d'hier. Et je terminerai avec une pensée pour les gens blessés dans les manifestations de Sainte-Soline, côté force de l'ordre d'ailleurs comme côté manifestant, avec une pensée pour que nous sachions inventer une république écologique qui sera une république de la co-construction, de l'élaboration partagée plutôt que du rapport de force. Voilà, merci, bon colloque à vous. Merci beaucoup. Merci Emmanuel et bonne journée. Bon courage. Non, j'ai juste oublié une chose, c'est de remercier d'abord Claire Monod et son équipe voilà, je voulais le faire quand même, et mes équipes, parce que ce colloque qui va démarrer représente quand même beaucoup de travail en amont. Et voilà, je manquais quand même à tous mes devoirs. Et puis merci à vous d'être là. Alors merci beaucoup Daniel, un petit mot sur le contenu et la présentation globale de la journée. Je crois que nous ouvrons une journée intense et très constructive, mais originale dans son objectif et ambitieux évidemment dans la qualité de ces intervenants et ces intervenantes que je remercie infiniment pour leur présence. Bien sûr, cette rencontre n'aurait pas été possible sans l'engagement infaillible contre vents et monarques de Daniel Breuiller, donc sénateur du Val-de-Marne et militant bienveillant et opiniâtre de l'écologie, dans ce partenariat fertile qui honore notre récent Institut Cité écologique, que je représente en tant que coprésidente ce matin. Qu'il en soit remercié très chaleureusement, bien sûr, et à ses côtés, toujours, bien sûr, redoutablement efficace, Sophie Pascal Leric, qui a rendu tout possible et agréable. Merci beaucoup, Sophie. Alors, un très grand merci renouvelé à l'Académie du climat et sa directrice, Sarah Albi, bien sûr, Emmanuel Grégoire, et au président du Conseil d'orientation, Serge Auru, que je salue, je ne l'ai pas vu encore, ainsi que les agents de l'Académie qui nous ont aidés. Un grand merci à la librairie Utopia, au bout de la salle,
qui nous fait le plaisir de nous accompagner toute la journée bénévolement et de présenter toutes les publications les plus en lien avec notre rencontre. C'est un choix difficile parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et en particulier les ouvrages de nos intervenants qui pourront même vous les dédicacer, alors n'hésitez pas à aller les voir toute la journée. Merci à Utopia et sa librairie. Alors aujourd'hui, d'ailleurs exactement comme l'a dit Emmanuel, nous posons une question, me semble-t-il, incontournable à de nombreux égards. Chaque jour qui passe en ce moment, et je reviens sur l'actualité, plus que jamais démontre en fait ou illustre finalement l'altération de la cohérence, l'obsolescence et l'inadéquation de la forme de gouvernement de la France face aux choix fondamentaux auxquels l'époque nous confronte. Exercice du pouvoir solitaire, distancié, vertical, empreint de défiance face à l'exigence de renouveau démocratique et la soif de participation citoyenne. Légitimité institutionnelle déconnectée de l'assentiment populaire, aggravant évidemment la crise de la légitimité politique. Autorité politique devenue illusoire, affaiblie par le déclin de la place de la France dans le monde et face au lobby. Court-termisme et pensée magique du technicisme faisant fi de la révolution scientifique à l'œuvre, dont les connaissances exhortent à changer de manière de voir et d'organiser nos sociétés. Dérive autoritaire, enfin, malheureusement, on est là au lendemain de ce week-end à Sainte-Soline catastrophique. Dérive autoritaire, à la fois institutionnelle et policière, recours à la violence et à la répression comme seule réponse aux besoins de débat, d'inventivité, de changement face aux mutations du monde et surtout l'instabilité qu'elles engendrent. Incapacité à appliquer ses propres décisions. Je vous rappelle qu'il y a des bassines dont les jugements ont dit qu'elles étaient interdites à la construction. Et donc, incapacité à appliquer ses propres décisions, à mettre en œuvre aussi les engagements internationaux, communautaires ou citoyens. On parlera tout à l'heure éventuellement de l'accord de Paris, bien sûr. Je vous rappelle que la France est condamnée pour inaction climatique, à transcrire en droit les directives environnementales, climatiques, sociales, démocratiques, et en acte les promesses politiques. Anachronisme enfin et pesanteur des décisions, absence de cohérence, désarticulation du régime. La Ve République est à bout de souffle. Beaucoup le disent. Fabien Escalona en a fait un excellent petit ouvrage que je vous recommande. Le modèle de société de la Ve République est obsolète. Son incarnation est une illusion. Ses équilibres sont révolus. Sa perspective productiviste, campée dans les effets anomiques et écocidaires de la mutation libérale, ces circuits pourvoyeurs d'inégalités nourrissent les enclaves et excluent toute une part des concitoyens et des concitoyennes singulièrement, et plus largement du vivant. Il y a plus que jamais nécessité à constituer un cadre de travail en mesure de reconstruire une forme de gouvernement politique à la hauteur des enjeux. Fonder un nouveau contrat social, un contrat naturel, nous disait Michel Serres, produisant une cohérence d'ensemble, un récit annonçant des conditions d'existence et un idéal de liberté et d'égalité écologiquement soutenable, où la conception de l'intérêt général est élargie aux vivants, aux autres qu'humains, aux générations à venir, où la nature est reconnue comme sujet de droit, où les communs sont dotés d'institutions représentatives permettant une diplomatie interespèces, et où la puissance publique porte fortement l'urgence écologique et l'impératif social en même temps, où les droits fondamentaux ne sont plus subordonnés aux puissances économiques capitalistes, où l'on peut travailler moins pour vivre mieux, où les territoires déploient leur autonomie et la culture, ses projets. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour poser les jalons de cette indispensable révolution.
L'incandescence des crises simultanées constitue, historiquement, on le sait, un moment propice au changement dont il est indispensable de se saisir, nous, pour l'écologie, pour déployer cet idéal et en faire partager rapidement, je dirais même très très rapidement, les débouchés politiques, démocratiques, écologiques et sociaux avant que ne s'impose la tentation autoritaire. À l'instar des républicains des premières heures, qui la conçurent comme l'expression de leur projet d'émancipation, d'abord politique, démocratique, puis sociale, la République écologique aujourd'hui a besoin de construire son histoire, de montrer un chemin, de concevoir ses propres outils pour agir en commun sur les affaires communes et garantir la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins du monde actuel, sa réparation pour le maintien de l'habitabilité de la planète face aux multiples effondrements. La société écologique de Serge Audier ferait advenir une relation au milieu naturel qui ne soit pas orientée vers la domination et l'exploitation, une nouvelle socialité élargie à expérimenter, souhaite-t-il, qui rompe avec les fantasmes de souveraineté d'un homme, citation, maître de lui-même, on se pose la question, et de l'univers. Et de conclure, dans ces mots, la cité écologique sera une création imaginaire et une invention démocratique ou ne sera pas. Voici donc en quelques mots l'immense défi, jamais plus exacerbé que ces derniers jours, que nous souhaitons relever ensemble et pour lequel je vais laisser la parole aux intervenants qui apporteront chacun à leur façon leur pierre à l'édifice. Et j'appelle Valérie Masson-Delmotte. Je vous remercie.